Éric Laurent, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes grand reporter, spécialiste de politique étrangère, auteur de 2 best-sellers, La guerre du Golfe, Le dossier secret avec Pierre Salinger et Tempête du désert. Et vous publiez un livre qui est déjà un best-seller, qui est rentré directement, je crois, 5e dans la liste de l'Express, qui s'appelle La guerre des Bush, les secrets inavouables. Vous allez voir, c'est énorme. C'est un livre qui est consacré à la famille Bush. Et on commence avec le grand-père Bush, Prescott Bush. Prescott Bush, vous expliquez dans votre bouquin comment il a fait fortune pendant la Deuxième Guerre mondiale grâce aux nazis à travers 2 sociétés, l'Union Banking Corporation et la Silesian American Corporation. Et cette deuxième société avait des mines de charbon et de zinc en Pologne et en Allemagne. Et ces mines étaient exploitées en partie par des prisonniers des camps. Absolument. Prescott Bush a été en effet donc un homme qui a fait toute sa carrière en achetant des entreprises durant la Deuxième Guerre mondiale, des entreprises nazies. Et il y avait un personnage qui était très proche de lui et qui était Thyssen. Thyssen était effectivement le banquier privé d'Hitler. Il avait d'ailleurs publié une biographie qui s'appelait « Comment j'ai financé Hitler » depuis 1923. Donc voilà, et la fortune des Bush et la dynastie des Bush est établie à partir en effet de la trajectoire de ce personnage qui est devenu ensuite extrêmement respectable à Wall Street et à l'intérieur des établissements américains. Voilà, donc première révélation du livre d'Éric Laurent, le grand-père de George W. Bush faisait tout à fait officiellement, il siégeait au comité de direction de la Silesian Banking Corporation. Dont les... Kennedy, hein. Oui, non. C'est justement, c'est pas pire, tout à fait. Il y avait 2 types d'activités à l'époque. Il y avait parmi les sympathisants nazis, il y avait les Kennedy qui affichaient effectivement, comme Joe Kennedy, des opinions ouvertement pro-nazis, mais qui ne commerçaient pas avec l'Allemagne. Et il y avait Prescott Bush qui, lui, commerçait avec l'Allemagne. Et les activités étaient suffisamment répréhensibles pour qu'en 1942, le gouvernement de Roosevelt, effectivement, au nom de l'inculpe pour collaboration avec l'ennemi. Donc c'était au nom de l'Enemy Act, ce qu'on appelait l'Enemy Act. Et les 2 entreprises d'ailleurs des Bush ont été saisies par les autorités fédérales américaines. Voilà, premier scoop du bouquin d'Éric Laurent, ça laisse rêveur, non? Alors maintenant on passe au père, hein. On a vu le grand-père, donc on passe au père, l'ex-président George Bush. Donc lui, il a été nommé en fait à la CIA à un moment pour camoufler l'existence d'une agence qui s'appelle la NSA, National Security Agency. Et cette agence, contrairement au FBI ou à la CIA, n'a été créée par aucune loi en fait. Oui, la NSA est une agence qui peut mettre sur écoute le monde entier. Si vous décrochez votre téléphone aux États-Unis, y compris dans une cabine téléphonique, vous êtes sur écoute. Donc il y a des centres d'écoute à travers le monde entier, il y a des relais. Tous les satellites, en effet, qui servent à transmettre les communications, sont placés sur écoute par la NSA. Et en effet, George Bush avait été chargé, à la tête de la CIA, de camoufler les activités qui étaient à l'époque, comme vous le disiez, extrêmement vraiment douteuse, opaque de la NSA qui a été créée en 1947 par un acte spécial de l'administration Truman qui n'a jamais été rendu public. On ne sait rien du budget et on ne sait rien des hommes. Voilà, c'est ce qu'on voit en général d'ailleurs dans les films de science-fiction, c'est-à-dire une agence qui est répertoriée nulle part, qui n'existe pas, mais qui en fait existe bien, puisque après le FBI et la CIA, c'est la 3e. Voilà. Alors, le père Bush, donc George Bush, lui, il a un ami qui s'appelle Jim Bath. Et ce Jim Bath l'a beaucoup soutenu, hein, c'est un vrai ami, il l'a beaucoup soutenu pendant ses campagnes. Et il est associé, ce Jim Bath, à un dénommé Khalid bin Mahfouz, qui est le patron de la BCCI. Alors, c'est quoi la BCCI? C'est une banque qui a été créée par 2 personnages assez étonnants, 2 Pakistanais, qui voulaient créer un grand établissement bancaire qui pourrait faire contrepoids aux grandes banques occidentales et qui pourrait ainsi donc investir à travers les pays du tiers-monde. C'était une entreprise extraordinairement louable, bien entendu. Simplement, il s'est avéré que la BCCI était la plus grande organisation criminelle qu'on ait jamais créée. Il y avait à l'intérieur de la BCCI tous les comptes, en effet, donc soit de la mafia italienne, soit en effet par exemple des barons de la drogue, du cartel de Medellín, Kunsa, le roi de la drogue et le trafic d'opium dans le Triangle d'Or, Noriega par exemple. Plus, en effet, je passe sur Abu Nidal et quelques autres terroristes qui avaient des comptes réguliers d'ailleurs. Voilà, alors la BCCI, c'est cette banque dont vous parlez, où les Saoudiens transféraient leur argent pour Ben Laden et pour Al-Qaïda.
Et je rappelle que cette BCCI était possédée par Khalid bin Mahfouz, qui est un ami de Jim Bath, qui lui-même est un grand ami de George Bush. Exactement, il faut souligner en plus que M. Khalid bin Mahfouz, que vous évoquez, qui est le plus gros banquier d'Arabie Saoudite, est également le beau-frère d'Oussama Ben Laden. Oui, c'est ça. C'est quand même aussi extrêmement important, voilà, exactement. Sa sœur a épousé Ben Laden, ouais. Voilà, exactement. Ouais. Alors, ce bin Mahfouz, il a aidé Bush aussi, très directement, cette fois, non pas par l'intermédiaire de Jim Bath, mais il a aidé très directement la famille Bush dans une compagnie pétrolière qu'il possède, qui s'appelle Arken. Il les a aidés pour obtenir des facilités avec certains Émirats du Golfe. Oui, parce qu'effectivement, Jim Bass donc, était un ami aussi de George W. Bush, l'actuel président. Il l'avait rencontré lorsqu'il avait fait leur service militaire ensemble dans la garde nationale du Texas. Et donc, à chaque fois, au cours de la carrière de Bush, l'actuel président, chaque fois qu'en effet il connaîtra des revers, et ils seront nombreux, puisqu'en effet il s'en sera dans le pétrole, et à chaque fois avec un insuccès croissant, à chaque fois il sera renfloué par des amis très riches. C'est pas un homme d'affaires, le petit Bush. C'est pas un homme d'affaires, véritablement. Et donc, à chaque fois, il sera renfloué par un certain nombre effectivement d'amis très chers, dont bin Mahfouz et dont Ben Laden. Parce que ce Jim Bass aussi, parallèlement, et car c'est effectivement c'est un point tournant, ce Jim Bass devient, à partir de 1976, peu après le rachat de cette compagnie, l'homme d'affaires des Ben Laden au Texas. Et vous savez quelle va être une des premières actions, en effet, des Ben Laden? Ça va être le rachat de l'aéroport de Houston, au Texas. Alors, pendant toutes les années 80, donc avant la première guerre du Golfe, il y a de très bonnes relations entre les USA et l'Irak. Les Américains financent et arment Saddam Hussein pour l'aider à gagner sa guerre contre l'Iran, un petit peu comme ils ont soutenu d'ailleurs Ben Laden pour lutter contre les Soviétiques en Afghanistan. C'est un petit peu le même genre de méthode. Et alors la CIA aide les Irakiens à bien utiliser le gaz moutarde, c'est-à-dire ce gaz moutarde qu'ils cherchent là-bas en Irak. En fait, c'est les Américains qui leur ont vendu, mais non seulement ils leur ont vendu, mais la CIA leur a appris comment s'en servir contre les Iraniens. Oui, c'est ça. Elle aide effectivement les Irakiens à calibrer leurs attaques et leurs tirs contre les troupes iraniennes au gaz moutarde. En effet, bien sûr. Ouais. Non seulement ça, mais par exemple, les hélicoptères fournis par les Américains à usage théoriquement civil servent à Saddam Hussein à bombarder à l'arme chimique le fameux village d'Al-Abaya au Kurdistan. Au Kurdistan. C'est-à-dire que le Kurdistan a été, c'est très grave, le Kurdistan a été bombardé par des hélicoptères Bell, qui ont été vendus par les Américains à des fins civiles et utilisés par Saddam Hussein à des fins de génocide, enfin, tout simplement. Et voilà. George Bush ira très loin, puisque malgré l'opposition, en effet, donc d'une partie de son administration, il continuera à financer Saddam Hussein, il continuera à l'armer jusqu'aux premières semaines de la crise du Golfe. Oui, parce qu'il militait, Bush militait pour qu'on donne des centaines de millions de dollars. De milliards de dollars. Ça va plus loin, milliards de dollars. Et tout ça par des circuits qui sont absolument officieux et des circuits qui sont même illégaux, puisque ça transitera par une banque italienne installée effectivement dans l'État de Géorgie, à Atlanta. C'est la Banca del Lavoro. Donc la Banque du Travail italienne, qui est une banque d'État. Ouais. Mais il y a beaucoup mieux au niveau du cynisme, par exemple, parce que Bush perd à la haute main sur le dossier irakien au sein de l'administration Reagan. Et à un moment donné, en 1983, on décide d'envoyer un émissaire spécial auprès de Saddam Hussein. Ah oui. Voilà. Et donc, on envoie un homme qui va rencontrer Saddam Hussein, qui s'entendra merveilleusement bien avec lui, qui revient à Washington, fait un rapport, mais alors dithyrambique sur Saddam Hussein, sur son régime, en décidant qu'il faut le soutenir, l'armer, le financer, le renforcer. Et vous savez qui c'est ? Donald Rumsfeld. Exactement, le ministre de la Défense américain, celui qui est aujourd'hui le faucon des faucons et qui explique qu'aujourd'hui l'Irak est le danger. C'est lui qui dit que la France et l'Allemagne, c'est la vieille Europe. Exactement. On continue, donc on passe à Bush Junior, donc George W. Bush. Alors lui, il est très lié à un fonds d'investissement qui s'appelle Carlyle. C'est une firme d'investissement privée et le père travaille pour Carlyle. Lui, il est très en osmose avec Carlyle. Et Carlyle a passé un contrat avec le Pentagone de 12 milliards de dollars contre l'avis des experts du Pentagone. Donc là, la famille Bush profite de sa position pour favoriser un fonds d'investissement auquel ils sont liés d'une certaine façon. Carlyle est un organisme d'une puissance considérable. C'est un fonds d'investissement, probablement le premier des États-Unis. Il a des actifs de 16 milliards de dollars. Ce fonds travaille dans l'industrie d'armement. Donc, il est considéré comme le 11e fabricant d'armement des États-Unis. Par exemple, à l'heure actuelle, les chars Bradley, les chars lourds qui sont massés dans la région du Golfe et qui sont prêts à foncer sur l'Irak sont fabriqués par d'une des entreprises contrôlées par Carlyle. Les missiles pointés à bord des navires américains dans la zone du Golfe et
prêts à effectivement être tirés sur l'Irak sont également fabriqués par une des filiales de Carlyle. Aujourd'hui, je veux dire, on est dans une situation qui est au-delà du délit d'initié. C'est-à-dire que le père Bush, George Bush, père, donc, est un des dirigeants de ce fonds d'investissement Carlyle qui négocie avec le Pentagone, donc avec une administration dirigée par son fils, donc, et qui donc bénéficie des choix faits par son fils. On peut supposer qu'à terme, non seulement évidemment M. Bush père s'enrichit, mais à la limite, lorsqu'il aura quitté la présidence, George Bush Jr. bénéficiera évidemment des choix et des investissements qui auraient été faits par son père. C'est quand même une situation scabreuse. C'est assez scabreux. Éric Laurent, est-ce que c'est vrai que Ben Laden a été, par banque interposée, un actionnaire de Carlyle? Ben Laden, la famille Ben Laden a été un énorme actionnaire de Carlyle. Il faut souligner qu'on ne peut pas, et c'est ça qui est fascinant et très troublant, on ne peut pas dissocier les Bush des Ben Laden. Je veux dire, pendant 25 ans, alors je veux bien admettre qu'il existe des relations d'affaires, mais je veux dire qu'on sauve quelqu'un, par exemple, de la faillite à plusieurs reprises, comme c'était le cas pour George W. Bush. Vous évoquiez tout à l'heure Arken, la compagnie pétrolière. Ouais. Arken a comme dirigeant George W. Bush une compagnie pétrolière qui ne réussit pas effectivement à obtenir des résultats. Et à un moment donné, elle va être mise en faillite et sauvée de la faillite par ce banquier saoudien que vous évoquiez, Bin Mahfouz, avec l'aide des Ben Laden. Et donc, on va trouver 25 millions de dollars qui vont provenir notamment pour une part de la BCCI et pour une autre partie de l'Union des banques suisses. Mais quand il y a le 11 septembre, Ben Laden se retire du fonds Carlyle? Non. Ben Laden ne se retire pas les Ben Laden, il faut le souligner. Les Ben et les Ben Laden, officiellement, ont désavoué Oussama Ben Laden, il faut le dire, donc il faut être très clair. Bon. Il a donc, lui aussi, il a perdu la nationalité saoudienne depuis 1994. Mais il faudra attendre octobre ou novembre pour que, timidement, en 2 lignes, on annonce que les Ben Laden se retirent du fonds Carlyle. Mais tous les experts estiment que c'est complètement faux et que donc on a modifier effectivement la présentation, mais qu'ils sont toujours présents à l'intérieur de ce fonds. C'est-à-dire qu'ils vont bénéficier évidemment de l'effort d'armement et de la guerre qui probablement aura lieu. Vous voulez prouver quoi? Que les Américains sont responsables de tout ce qui se passe, même alors l'attentat du 11 septembre? Ah mais pas du tout, non, mais rien à voir. Ah bon? Mais mais strictement rien à voir. La façon dont vous racontez tous ces faits, on risque de comprendre que tout retombe sur la tête des Américains et que c'est normal ce qui arrive, quoi, en fait. Non, les choses sont tout à fait différentes. L'attentat du 11 septembre est une clé pour comprendre la politique américaine actuelle. C'est vrai qu'en effet, il y a en effet à ce moment-là sentiment d'une formidable fragilité et la nécessité de mener une grande lutte contre le terrorisme. Bon. On est le 11 septembre. Bon. 5 jours plus tard, déjà, il y aura une inflexion majeure au sein de l'administration américaine. C'est-à-dire qu'il va y avoir une réunion qui va être déterminante à Camp David, qui est la résidence d'été des présidents. Et là, donc, Bush réunit ses principaux collaborateurs et il y a notamment un homme qui va s'avérer déterminant pour l'évolution des choses et notamment les grandes orientations et les choix de politique étrangère américains. Cet homme s'appelle Paul Wolfowitz. C'est un homme. C'est un faucon. C'est un faucon, mais c'est un homme aussi qui est un intellectuel, qui est en effet donc l'ancien doyen de l'université de Princeton. Et il y a une discussion. Et alors on dit il faut évidemment frapper l'Afghanistan. Bien entendu, tout le monde est d'accord. Mais là, Wolfowitz intervient et dit écoutez, si on frappe en effet des réseaux terroristes comme Al-Qaïda et Ben Laden, sans frapper des pays capables de produire des armes de destruction massive, là, on est à côté complètement de la plaque. Là, on se trompe. Il faut frapper les deux. Il faut frapper les deux. Et il dit, au premier rang desquels, il y a l'Irak. Et là, il y a une discussion qui s'engage. Powell dit, mais l'Irak n'est pas impliqué. Wolfowitz dit, quand on dit pas encore l'Irak, ça veut dire jamais l'Irak, il faut absolument, en effet, donc frapper Bagdad. Et à ce moment-là, Bush, qui est tout de même, je veux dire, qui n'a pas une grande expérience de politique étrangère, et donc est assez fasciné par la démonstration de Wolfowitz, tout de même. Ouais. Parce que Wolfowitz lui dit aussi, vous êtes à un moment historique, un moment où l'Amérique, qui est délivrée, en effet, de cette rivalité Est-Ouest, a les mains libres. Et va pouvoir, en effet, remodeler probablement le reste du monde. Et notamment, par exemple, le monde arabe, qui est une zone de grande instabilité, eh bien, nous pouvons, par exemple, appliquer les schémas de la démocratie américaine, les imposer à l'Irak. Et là, nous aurons une formidable vitrine démocratique qui, évidemment, suscitera un grand effet de contagion. Voilà. Alors donc, évidemment, Bush est subjugué. Et donc, quand il revient à Washington, à la Maison-Blanche, 2 jours plus tard, il dit notamment à un de ses proches collaborateurs, Condoleezza Rice, qui lui dit, écoutez, on va commencer par l'Afghanistan, mais l'Irak est sur mon agenda.
Et en effet, je suis persuadé que Saddam Hussein est dans le coup. Répondant à ce que dit quand même Enrico, c'est que pendant que Éric Laurent fait cette enquête sur Bush, les Américains rappellent les liens que la France avait avec l'Irak. On leur a vendu des avions, leur programme nucléaire, on a dû y mettre notre voix aux Irak. Et puis les liens politiques, pas simplement Chevènement, mais même Chirac. Bien sûr. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est pas tellement d'attribuer. Enfin, le risque, c'est d'attribuer le cynisme aux Américains. C'est la fin du cynisme politique, ou plus exactement, c'est la démonstration du cynisme politique, mais on ne peut pas s'en exonérer non plus, quoi. C'est ça qu'on ne peut pas tout mettre sur les Américains. Si je puis me permettre un terme formidable de notre président Jacques Chirac, qui, quand il était Premier ministre de je ne sais plus qui, peut-être de Giscard, a dit de Saddam Hussein que c'était le De Gaulle du Moyen-Orient. Alors, c'est quand même extraordinaire. Bien. Merci beaucoup. Votre bouquin donc, s'appelle La guerre des Bush, les secrets inavouables d'un conflit. C'est chez Plomb. Merci Eric. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.